Rebonjour, bienvenue au Labo SPSS 4 dans lequel nous apprendrons à calculer les mesures de tendance centrale à l'aide d'un seul résumé quantitatif, soit le score typique le plus commun représentatif d'une distribution. Il en est ainsi du mode de la médiane et de la moyenne. Au sortir de ce labo, vous serez en mesure de calculer la tendance centrale des données d'une variable, représenter de telles données à l'aide d'un diagramme en boîte et à moustache, de façon à détecter les cas déviants et les exclure par la suite, sélectionner des variables de façon à faire reposer l'analyse seulement sur un certain nombre de cas et finalement être en mesure de calculer une variable à partir d'autres variables, étant entendu que des exercices pratiques aideront à consolider les acquis. Pour sortir les mesures de tendance centrale, une première procédure consiste à passer par celle des fréquences. Allons-y. Donc l'idée c'est de cliquer sur le menu analyse, ensuite stats descriptive et fréquence, de façon à voir apparaître cette fenêtre contextuelle. Ici, SPSS nous sort les étiquettes des variables au lieu de nous sortir les codes. Alors il faut le signifier, de nous présenter ici les codes, autrement dit les noms des variables plutôt que leur étiquette. Alors pour ce faire, vous connaissez déjà la procédure. Il se peut que ça ne soit pas nécessaire dans votre cas puisque vous l'avez déjà fait. Mais comme je viens d'installer ce logiciel sur ce poste, je suis obligé de refaire l'opération. Alors moi je vais cliquer sur le menu édition. Ensuite options. Vous avez cette fenêtre contextuelle. Et on est au niveau du menu général. Je vais signifier au logiciel en fait de me présenter les noms des variables plutôt que les étiquettes. Donc d'afficher les noms. Je peux en profiter pour configurer aussi la sortie. Donc je clique sur sortie de façon à présenter les noms et les liblés, les valeurs et liblés, les noms et liblés, les valeurs et liblés, de façon à mieux contextualiser les sorties des SPSS. Je pense que ça va être tout pour le moment. On va valider en cliquant sur OK. OK. Ensuite, on va revenir à notre procédure qui consiste à sortir les mesures de tendance centrale. Donc on va reprendre la procédure, analyse, stats descriptive, fréquence. Bien voilà, nous avons maintenant la liste des variables sous forme de code. Ainsi c'est beaucoup plus pratique. Alors pour sortir les mesures de tendance centrale, on clique sur statistiques et vous avez cette fenêtre contextuelle. Alors voilà où se situent les mesures de tendance centrale que sont la moyenne, la médiane et le mode. On en a déjà parlé, le mode est la mesure de tendance centrale la plus basique. C'est simplement le score qui revient le plus fréquemment dans une série de données. La médiane, elle, c'est le score qui partage une distribution à deux parties égales, de telle sorte qu'on obtienne 50% de part et d'autre du point médian. La moyenne consiste simplement à additionner les scores d'une distribution et à relativiser la somme par le nombre total d'individus. Donc voilà ce que sont les mesures de tendance centrale. Alors on va cliquer sur poursuivre. Étant entendu que souvent on va vouloir décocher, afficher les tables de fréquence, en particulier lorsqu'on travaille avec des variables quantitatives. Le fait de sortir les fréquences n'est pas intéressant puisque vous allez obtenir des tableaux longs incluant les valeurs des variables quantitatives. Alors pour le moment on peut laisser tel quel et fermer. Alors on va commencer par le mode et pour illustrer son calcul s'intéresser à la variable statut civil des étudiants de cette classe. La variable est intitulée StatCiv en termes de code. Peut-être commencer d'abord par visualiser la façon dont la variable est codée. Vous connaissez la procédure, vous cliquez sur le menu utilitaire.
Ensuite, variable, de façon à voir apparaître ici la liste des variables. Alors on va repérer facilement StatCiv ici. On se rend compte que c'est une variable nominale, tout naturellement, qui est libellée statut civil. Voilà les valeurs possibles, ainsi que les chiffres qui leur sont assignés. Alors 1, c'est célibataire par exemple, 2, marié, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà comment se présente la variable statut civil. Nous sommes maintenant prêts à procéder à l'analyse de cette variable en sortant précisément le mode. On en a déjà parlé, lorsque vous travaillez avec une variable qualitative surtout nominale, la seule mesure tendance centrale que vous pouvez utiliser, c'est le mode. Eh bien, allons-y ensemble en cliquant sur le menu Analyse, Statistiques descriptives et Fréquence. Alors, on s'intéresse à la variable StatCiv, donc on l'a fait passer de l'autre côté, sous variable. Ensuite, on va aller sortir le mode en cliquant sur Statistiques. Vous avez cette fenêtre contextuelle. Alors ici, la moyenne n'est pas appropriée, ni la médiane d'ailleurs. C'est plutôt le mode qui est approprié. Donc on va cliquer sur mode tout simplement et poursuivre. On peut en profiter pour sortir un graphique approprié en cliquant sur graphique. Nous savons que lorsqu'on analyse une variable qualitative nominale comportant peu de catégories, c'est le diagramme circulaire qui est plus approprié. Alors on va cliquer sur diagramme circulaire, étant entendu que les pourcentages sont plus faciles à interpréter que les fréquences, on en a déjà parlé, donc on va spécifier pourcentage plutôt que fréquence. Et poursuivre. Je pense que ça va être tout, étant entendu qu'on peut afficher les tables de fréquence, étant entendu que la variable ici est nominale. On va valider, OK. Et voilà comment se présente le tableau univarié des SPSS. En l'occurrence, on a 2315 cas qui ont donné des informations comparativement à 12 cas qui effectivement correspondent à des données manquantes. Alors le mode, on l'a ici. C'est la valeur 1. 1 équivaut à célibataire. On l'avait vu tout à l'heure. Donc 1, c'est célibataire. Et donc ici, le mode 1 réfère au célibataire. Alors, comment l'interpréter? La plupart des étudiants de ce cours sont des célibataires, puisque le mode ici est de 1. Précisément, si on analyse le tableau univarié, on se rend compte qu'effectivement, que 83,1% des étudiants de cette classe sont des célibataires. Voilà comment interpréter le score modal, ici 1 précisément, célibataire, étant entendu que vous avez le diagramme en secteur pour visualiser le mode. Alors on peut cliquer 2 fois pour faire sortir les étiquettes. Ensuite, cliquez sur cette icône. On peut fermer à nouveau ici, et voir apparaître les pourcentages sur les secteurs. Sauf que, pour mieux illustrer le caractère unimodal de cette variable, on a plutôt intérêt à sortir le diagramme en barre verticale. Eh bien, on va y aller. On va cliquer sur le menu graphique cette fois-ci pour aller sortir les diagrammes en barre verticale. Ensuite, cliquez sur boîte de dialogue ancienne version et allez chercher les barres. Donc je clique sur barre. Ici on s'intéresse à des groupes d'observation, la variable étant catégorielle, donc on laisse à simple, on définit. Et signifier au logiciel qu'on s'intéresse à la variable StatCiv, qu'on va placer dans cette case, sous axe des catégories. Étant entendu qu'on va plutôt présenter les pourcentages. Ben, ça va être tout. Cliquons sur OK de façon à voir apparaître ce graphique. Et donc on peut mieux voir ici le caractère unimodal de la distribution, puisque cette distribution comporte un seul mode
soit célibataire. Évidemment, là aussi, on peut présenter les pourcentages sur le diagramme en barre verticale. Et voilà pour ce qui est de l'analyse de la variable statut civil. Qu'en est-il du calcul de la moyenne, de la médiane, outre le mode? Alors, on va s'intéresser à la variable nombre d'enfants chez les étudiants qui ont au moins un enfant. La variable est codée NBENF. Ici, la variable, elle est quantitative, précisément discrète. Alors, on va commencer par vérifier la façon dont la variable est codée en cliquant sur utilitaire, variable. Alors, la variable c'est NBENF, on l'a ici comme nombre d'enfants. C'est une variable d'échelle, précisément discrète. Évidemment, on ne voit pas apparaître les valeurs possibles, la variable étant quantitative d'échelle, mais on voit ici les données manquantes. Alors, on va fermer, on a une idée du codage de cette variable et sortir les mesures de tendance centrale. Alors, on va y aller, on va cliquer sur le menu analyse, statistiques descriptives, puis fréquence. Alors, on va réinitialiser en reprenant à 0 et s'intéresser précisément à la variable NBENF comme nombre d'enfants dans la famille. On va cliquer sur cette flèche et faire passer la variable d'intérêt sous variable. Ensuite, on va aller chercher les mesures de tendance centrale en cliquant sur statistiques. Alors, on veut la moyenne, la variable est quantitative, la médiane aussi, mais aussi on peut obtenir le mode, puisqu'ici la variable est quantitative discrète, autrement dit, elle comporte peu de valeurs. Et comme elle comporte peu de valeurs, on peut avoir une idée sur le score modal. Et ça va être tout, on va poursuivre. Et on peut laisser peut-être les fréquences, puisque la variable comporte peu de valeurs. Peut-être en profiter pour sortir le diagramme en bâton linéaire, qui est le diagramme le plus approprié pour illustrer le caractère discret de la variable. Donc on va cliquer sur graphique. En fait, graphique à barre et afficher les pourcentages plutôt que les fréquences. On va poursuivre. Je pense qu'on est prêt à valider l'instruction en cliquant sur OK, de façon à voir apparaître ces résultats. En l'occurrence, on a seulement 159 cas valides, comparativement à 2168 cas non valides. Pourquoi? Parce qu'on s'intéresse aux 159 étudiants qui ont un enfant dans leur famille, étant entendu qu'il y a 2168 étudiants qui n'ont pas d'enfants. Et ça se comprend, puisque la plupart, justement, sont des célibataires. Donc ici, la variable est une variable plancher. Autrement dit, c'est une variable dont les valeurs sont faibles, puisqu'on a un enfant ou plus. Donc, on s'intéresse seulement à ces 159 cas. Et parmi ces 159 cas, eh bien, on a 54,7% qui ont un enfant, 30,8% qui ont deux enfants, 8,2% qui ont trois enfants, 5,7% qui ont 4 enfants et 0,6% qui ont 6 enfants. Donc voilà comment se présente la distribution de ces 159 cas. Et pour ces 159 cas, le mode est de 1. Donc ça signifie que la plupart des étudiants ayant un enfant dans leur famille ont précisément un enfant. Alors la médiane est égale à 1, encore une fois la variable étant une variable plancher. Au moins 50% des étudiants ayant un enfant dans leur famille ont un enfant ou moins, ou bien un enfant ou plus. Voilà comment interpréter la médiane. Et pour ce qui est de la moyenne, qui est de 1,67, en moyenne, les étudiants ayant un enfant dans leur famille ont 1,67 enfants. Alors, on voit bien ici que la moyenne 1,67 est plus élevée que la médiane 1. Pourquoi? Question. Réponse, parce qu'ici, probablement, la moyenne est gonflée par
des scores élevés des étudiants. Probablement, il y a des étudiants qui ont des nombres d'enfants élevés, de telle sorte que la moyenne va être tirée par ces scores élevés, comparativement à la médiane qui, elle, va résister à la présence de ces cas déviants. Donc, il semble y avoir des cas déviants, autrement dit des cas qui ont précisément des scores élevés, puisqu'ici, la moyenne est plus grande que la médiane. Voilà comment on pourrait expliquer cette différence entre la médiane et la moyenne. Alors voilà comment interpréter ces mesures de tendance centrale, étant entendu qu'on peut visualiser la distribution de cette variable sur ce graphique. Alors ici vous avez un diagramme en barre verticale. Or, pour représenter une variable discrète comme le nombre d'enfants ici, c'est plutôt le diagramme en bâton linéaire qui est approprié. Alors, pour ce faire, on va tout simplement augmenter les intervalles de façon à rétrécir les barres pour qu'elles épousent une forme linéaire. On va y aller, on va cliquer deux fois sur une des barres. Ensuite, cliquer deux fois de façon à voir apparaître cette fenêtre contextuelle. On va cliquer sur le menu options des barres de façon ici à réduire les bâtons. Donc au niveau de largeur, on va réduire et appliquer de façon effectivement à obtenir un diagramme en bâton linéaire. Ben voilà le diagramme le plus approprié pour représenter la distribution de la variable ici, nombre d'enfants, étant entendu qu'on peut afficher les pourcentages en cliquant deux fois. Donc en l'occurrence, clairement, le nombre d'enfants modal chez ces étudiants ayant au moins un enfant dans leur famille est de 1, puisque effectivement 54,7% de ces étudiants ont un enfant dans leur famille. Et donc ici clairement nous sommes en présence d'une distribution unimodale. Alors il est possible d'aller plus loin avec l'analyse de cette variable de façon à sortir ce qu'on appelle le diagramme en boîte et à moustache. Allons-y, on va représenter le nombre d'enfants par le biais de ce type de diagramme un peu atypique. Pour ce faire, on va cliquer sur le menu graphique. Ensuite, boîte de dialogue ancienne version et aller chercher boîte à moustache. Alors, on va cliquer sur boîte à moustache. Vous avez cette fenêtre contextuelle qui apparaît. Alors on va laisser à simple et cliquer sur variable distincte, puisqu'ici la variable en question est une variable quantitative. Donc distincte comme quantitatif. Ensuite on va définir et vous avez cette fenêtre contextuelle. On va signifier au logiciel qu'on s'intéresse à la variable nombre d'enfants, NBENF. On va la faire passer sous les cases représente. Et surtout, étiqueter les observations par la variable d'identification ID. Donc, on va prendre la variable ID et la placer sous étiqueter les observations par pourquoi, de façon à voir apparaître les numéros des cas sur le graphique et identifier rapidement les cas déviants en particulier. Et ça va être tout. On peut cliquer sur OK de façon à voir apparaître le diagramme en boîte et à moustache représentant le nombre d'enfants chez ces 159 étudiants qui ont un enfant dans leur famille. Et bien justement, comme la variable ici est une variable plancher, on s'intéresse seulement aux étudiants ayant un enfant. Et comme cette classe est un peu atypique, c'est quand même une classe constituée en principe d'étudiants célibataires, et bien ici on a la médiane, donc qui va coïncider avec le score minimal normal, c'est-à-dire un enfant, mais aussi va coïncider avec le quartile 1, autrement dit les 25% des étudiants qui ont un enfant ou moins. Donc c'est pourquoi effectivement on a l'impression que la médiane n'est pas visible, mais la médiane on l'a ici. Donc on voit bien que la ligne horizontale est foncée. C'est le signe que la médiane coïncide avec le score minimal
est le quartile 1, la variable étant une variable plancher. Alors, on observe la présence de cas déviants ici. En particulier, on a le numéro 862 qui est un cas extrêmement déviant. Autrement dit, chaque fois que vous avez des symboles de type astérix, c'est le signe que les cas sont extrêmement déviants. Alors, chaque fois que vous avez des signes ronds, vous avez des cas moyennement déviants ou des cas déviants tout simplement. 6 enfants me semble assez extrême, en tout cas dans le contexte culturel d'ici, étant entendu que si on était en Afrique, probablement 6 enfants ne serait pas un score extrême, mais ici, en particulier dans le contexte québécois, canadien, il me semble que 6 enfants pour une femme, une famille, c'est quand même élevé. Et donc, on décide de considérer ce cas comme étant extrêmement déviant. Allons-y, essayons d'exclure le cas numéro 862. Alors, pour ce faire, on va se replacer sur la base de données. Ensuite, au niveau de vue des données, on va sélectionner ID, autrement dit l'identification des étudiants. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a fini de sélectionner la colonne ID, on regarde au niveau de la barre des outils, au centre en particulier, vous avez une forme de jumelle qui permet de chercher en fait des scores. Donc on va cliquer sur cette jumelle et signifier au logiciel de nous chercher le cas 862. Si j'ai bonne mémoire, alors c'est le cas 862. Ensuite, on clique sur rechercher, suivant. Et on voit bien que le logiciel nous sélectionne automatiquement le cas 862. Alors on va mettre en surbrillance ce cas. On voit bien effectivement que ce cas a 6 enfants. Peut-être présenter les valeurs catégorielles plutôt que les codes en cliquant sur ce menu A1. Donc on peut passer des catégories aux chiffres, catégories. Donc pour mieux contextualiser la base de données. Donc on va cliquer sur cette cellule et signifier au logiciel qu'en fait le cas qui a comme nombre d'enfants 6, on veut le considérer par exemple comme non applicable. Donc on va l'éliminer. Donc on peut considérer ce cas comme étant non applicable. Évidemment, on peut aussi mettre un point de façon à considérer ce cas comme étant une donnée manquante en système. Mais aussi on peut le considérer comme non applicable. Ensuite, on va fermer. Nous venons effectivement d'éliminer le cas 6, du moins de le considérer comme cas non applicable. On peut ressortir le diagramme en boîte et à moustache, donc en cliquant sur graphique, boîte de dialogue, boîte à moustache. On va définir et considérer la même variable. OK. Et effectivement, on voit que le cas extrêmement déviant a été exclu de la distribution de la variable nombre d'enfants. Donc voilà une façon d'exclure une donnée extrêmement aberrante de façon à obtenir des analyses plus épurées de l'influence de ces scores extrêmes relevant de cas déviants. Apprenons ensemble à sélectionner des observations de façon à faire reposer l'analyse seulement sur un certain nombre de cas. Alors souvent, les chercheurs vont s'intéresser à un groupe en particulier pour obtenir des statistiques. Ici, on va s'intéresser à la variable loyer, mais seulement chez les étudiantes, autrement dit les femmes. On va exclure tout ce qui est homme, en tout cas pour ce qui est de l'analyse de la variable loyer, précisément coût du loyer mensuel. Alors, l'idée, c'est de vérifier d'abord comment est codée la variable sexe. Donc, on va cliquer sur utilitaire, variable, et on a un sexe ici. Donc, 1, c'est femme, 2, c'est homme. Donc, on va signifier au logiciel de nous sélectionner seulement les cas femmes. Autrement dit, les cas codés 1 pour la variable sexe. Eh bien, on va y aller. Donc, pour ce faire, on va cliquer sur le menu données, donc qui permet de gérer les données et donc de faire des sélections de données. Ensuite, sélectionner des observations. Donc, on veut sélectionner les observations femmes.
Ici, vous avez toutes les observations ou selon une condition logique. Donc, on veut sélectionner seulement les femmes. Donc, on va cliquer sur selon une condition logique et cliquer sur si, de façon à voir apparaître cette fenêtre contextuelle. Donc, on va signifier au logiciel de nous sélectionner la variable sexe. Donc, on va prendre sexe, on va la faire passer ici. Lorsqu'elle est égale, cette variable, à 1. Nous savons que 1 réfère effectivement à femme. Donc, on va signifier au logiciel de nous sélectionner les cas lorsque sexe est égal à 1, autrement dit les femmes. Ben, c'est tout. On va poursuivre en cliquant sur poursuivre. OK. Alors, si on retourne à la base de données, on voit bien que tout ce qui est homme a été barré. Donc, ici, on a homme. Ici, on a homme. Ici, on a homme. Donc, tous les hommes sont éliminés, du moins temporairement, de la base de données. À partir de ce moment, toutes les analyses qu'on aura effectuées porteront uniquement sur les femmes. Maintenant, on peut sortir les mesures de tendance centrale de la variable loyer. Alors, on va y aller. On va cliquer sur Analyse, Statistiques descriptives et Fréquence. Alors, on va réinitialiser et chercher la variable loyer. Alors, on a ici loyer. On va la faire passer cette variable sous variable et aller chercher les statistiques d'intérêt. Donc, on va cliquer sur Statistiques. On peut sortir la moyenne puisque la variable est quantitative, la médiane également. Le mode, c'est peut-être pas très intéressant ici puisqu'on a beaucoup de valeurs pour cette variable continue. On peut se contenter seulement de la moyenne et de la médiane. On va poursuivre. Et peut-être décocher, afficher les tables de fréquence. Sinon, on va avoir un tableau très long. La variable ici comportant beaucoup de valeurs. Donc, on peut décocher les fréquences. C'est peut-être pas pertinent dans ce contexte ici. Et valider. OK. On a ici 752 informations valides et 792 non valides. Probablement, ce sont des étudiantes qui habitent encore chez leurs parents. Donc, ils n'ont pas voulu donner d'informations par rapport au coût de loyer, de telle sorte que ça ne s'applique pas par rapport à leur situation. Alors, on va analyser la moyenne ici qui est de 325,6. Et donc, en moyenne, les étudiantes défrayent comme coût du loyer mensuel 325,6 $. La médiane est ici de 280. Au moins 50% des étudiantes défrayent 280 $ ou moins comme coût du loyer. Donc voilà comment interpréter les scores moyens et médians. Étant entendu qu'ici, la moyenne est aussi plus élevée que la médiane. Pourquoi? Pourquoi ici la moyenne est plus élevée que la médiane? Question. Parce que probablement, il y a des cas déviants qui ont des scores extrêmement élevés en termes de coût mensuel. De telle sorte que la moyenne va être gonflée suite à l'effet de ces scores élevés, alors que la médiane, elle, va résister à la présence de cas déviants. Et donc, on a l'impression qu'il y a des cas déviants, des cas qui ont des scores anormalement élevés, précisément, puisqu'ici, la moyenne est plus élevée que la médiane. Évidemment, on peut sortir le diagramme pour en avoir le cœur net. Alors, on va y aller. On va cliquer sur Graphique. Boîte de dialogue ancienne version. Ensuite sur boîte à moustache, définir nombre d'enfants. On s'intéresse précisément au coût de loyer seulement chez les femmes. Et voilà, nous venons d'avoir la preuve effectivement qu'on a des cas déviants qui ont des scores extrêmement élevés. C'est cela qui explique pourquoi effectivement la moyenne est plus élevée que la médiane. Mais voilà, nous venons d'obtenir les mesures de tendance centrale du coût du loyer, mais seulement chez les femmes. Évidemment, on peut aussi reprendre la même procédure, mais seulement chez les hommes. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est surtout le coût du loyer défrayé par les femmes. Une fois que vous avez fini de procéder aux analyses, il faut reconsidérer toute la base de données. Sinon, toutes les analyses conséquentes vont porter uniquement chez les femmes. Alors, pour reprendre la base de données initiale, on peut, au niveau de l'affichage des variables, éliminer la variable filtre. Donc, c'est cette variable filtre
qui effectivement sélectionnait seulement les femmes, lorsque sexe est égal à 1 en particulier. Alors on va juste éliminer cette variable filtre, effacer. Ou bien on va reprendre la même procédure données, sélectionner les observations et toutes les observations. Ainsi, le logiciel va considérer toutes les observations de la base de données lorsqu'on clique sur OK. En particulier, on voit bien, si on clique sur l'affichage des données, que tous les cas sont considérés. Autrement dit, le logiciel n'élimine plus les hommes. N'oubliez jamais de reconsidérer la base de données initiale une fois que vous avez fini de travailler sur des cas sélectionnés en particulier. Voilà pour ce qui est de la fonction sélectionner les observations. Il est possible de calculer une variable, autrement dit de créer une nouvelle variable à partir d'autres variables en utilisant ce qu'on appelle la fonction calculer. En particulier ici, dans cette base de données, nous avons la variable revenu du père et revenu de la mère. Rêve peu, rêve me. Alors, que se passe-t-il maintenant si on voulait avoir une idée sur le revenu familial des étudiants? Autrement dit, le revenu incluant et celui du père et celui de la mère. Et donc, vous aurez compris qu'on aura à additionner tout simplement les deux revenus, celui de la mère et celui du père, de façon à obtenir un seul revenu familial. Eh bien, on peut le faire en utilisant la fonction calculer. Donc, on va signifier au logiciel de nous créer une variable revenu femme qui serait égale à rêve peu comme revenu du père plus rêve me comme revenu de la mère. Eh bien, on va y aller. On va calculer la variable revenu familial total en cliquant sur le menu transformer, puisqu'on veut finalement transformer deux variables de façon à en créer une nouvelle. Ensuite, vous avez ici calculer la variable. Donc, on va cliquer sur calculer la variable. Et au niveau de variable cible, on va mettre le nom de la nouvelle variable. Alors, on peut mettre revenu sous-tiré femme comme famille. Donc, revenu femme. On aurait pu mettre revenu famille, mais on va souvent essayer d'obtenir un code le plus court possible. Donc, on veut créer la variable revenu femme. Alors, on va libeler cette variable en cliquant sur type et libeler. Donc, de façon à labelliser la variable, on va mettre revenu familial des parents des étudiants. Ensuite, cliquez sur poursuivre et signifier au logiciel qu'en fait, revenu femme égale rêve peu. Alors, on a ici rêve peu, c'est le revenu du père. Hein, on le fait passer ici. Plus au niveau de cette partie numérique, on a plus. Ensuite, on va aller chercher revenu mère, le faire passer ici. C'est tout. Étant entendu qu'on aurait pu saisir directement de cette façon. Donc on aurait rêve peu plus rêve me. C'est aussi correct. On peut saisir directement une fois qu'on a une idée de la façon dont les variables d'intérêt sont codées ici. Alors on vient de signifier au logiciel qu'en fait revenu femme familial égale revenu père plus revenu mère. C'est ça qu'on vient d'appliquer tout simplement à l'aide d'SPSS. Mais ça va être tout. On va cliquer sur OK de façon à voir qu'effectivement SPSS s'est exécuté. Si on regarde bien la syntaxe, SPSS nous a exécuté l'instruction. Au niveau de la base de données, on peut aller vérifier, en particulier précisément vu des variables, on voit apparaître revenu femme comme étant la variable qui vient d'être créée nouvellement. Alors pour vérifier si la variable est bien calculée, on va sortir les mesures de tendance centrale, la variable étant ici quantitative, continue précisément. On va cliquer sur le menu analyse, ensuite stat descriptive, fréquence. Alors on va réinitialiser et dérouler vers le bas et retrouver en dernière position la nouvelle variable ainsi créée, revenu familial. Donc on va le faire passer ici, revenu familial. Et pour les statistiques, on va sortir la moyenne
La médiane, le mode n'est pas d'intérêt, puisqu'ici la variable est quantitative continue et comporte de nombreuses valeurs. On va poursuivre et peut-être décocher et afficher les tables de fréquence, puisqu'encore une fois ici, les valeurs sont nombreuses, pas besoin de sortir les fréquences. On va décocher. Je pense que ça va être tout. On va cliquer sur OK. Et voilà comment se présentent les résultats. Évidemment, ici, on a 1003 cas valides et 1324 cas manquants. Parce qu'effectivement, lorsqu'on additionne deux variables, le logiciel considère seulement les cas pour lesquels on a des données pour les deux variables. Autrement dit, il suffit que pour la moment, il manque une information concernant le revenu pour que le logiciel ne fasse pas l'addition entre les deux variables pour un cas en particulier, de telle sorte que les données manquantes vont s'ajouter. Mais somme toute, par rapport aux 1000 cas valides, on a un revenu moyen de 89,47. En fait, c'est en milliers de dollars. Donc ici, on aurait 89 474 dollars comme revenu moyen et 80 000 comme revenu médian. Alors, comment interpréter? Et donc, en moyenne, les familles des étudiants gagnent 89 475 dollars par année. La médiane, au moins 50% des familles des étudiants de cette classe gagnent 80 000 dollars ou moins. Donc voilà comment interpréter la moyenne et la médiane ici. En l'occurrence, on voit bien qu'ici, la moyenne est de loin plus importante que la médiane. Pourquoi? Question. Réponse. Parce que probablement il y a des scores très élevés, autrement dit des familles très riches qui effectivement font gonfler la moyenne à 89,475, alors que la médiane, elle, va résister à la présence de ces cas déviants ayant des scores très élevés. Et donc ici, on a l'impression qu'on a des scores très élevés, de telle sorte que la moyenne, effectivement, subit l'effet imposé par ces cas déviants. Alors, on peut en avoir le cœur net en sortant encore une fois les diagrammes en boîte et à moustache. On va y aller, on va cliquer sur graphique, boîte de dialogue et boîte à moustache. Alors on va laisser à variable distincte, la variable étant quantitative, changer loyer par revenu familial et valider. Et donc clairement ici, on a des revenus extrêmement élevés. C'est cela qui explique pourquoi effectivement la moyenne est plus élevée que la médiane. Maintenant, comment expliquer théoriquement ou sociologiquement parlant le fait que le revenu moyen ou médian soit élevé? En particulier, on peut se référer à des éléments factuels. En particulier, selon Statistique Canada, le revenu médian des familles canadiennes était estimé à 69 860 en 2010. 69 860 est beaucoup plus faible que 80 000 dollars comme revenu médian. Pourquoi les familles, effectivement, des étudiants gagnent plus que les familles des Canadiens typiques? Eh bien, cela peut s'expliquer par ce qu'on appelle la théorie de la reproduction sociale avec des sociologues comme Bourdieu, qui avançait que l'université reproduit les inégalités sociales. En l'occurrence, l'accès à l'université est une question de statut socio-économique. Et donc, cela explique pourquoi, effectivement, les familles des étudiants de cette classe gagnent beaucoup plus que les familles des Canadiens typiques. Donc, encore une fois, l'accès à l'université est une affaire de privilège, finalement. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à l'université. Seuls, effectivement, les enfants des familles privilégiées ont des chances d'accéder à l'université. Du moins, c'est ce que démontre ici le revenu élevé des familles de ces étudiants. Mais voilà une façon d'interpréter non seulement statistiquement, mais aussi sociologiquement des résultats statistiques. Étant entendu que pour ce qui est de la fonction calculée, on peut utiliser une pluralité d'opérateurs, soustraction, division, multiplication, ainsi de suite. Ainsi de suite. Et donc le plus important, c'est d'utiliser le bon opérateur arithmétique lorsqu'on calcule une variable en particulier. Ici, par rapport au revenu familial global, l'opérateur addition est l'opérateur le plus approprié. Dans d'autres circonstances, on utilise d'autres
opérateurs, bien entendu. Ici, vous avez des exercices pratiques. Alors, je vous conseille de les réaliser aussi longtemps que vous avez le temps et le courage de le faire. L'idée étant de consolider vos acquis. Ben, ça va être tout pour le labo SPSS d'aujourd'hui.